ni par la CEDH, ni par le Conseil d'État. On passe à Calais. Je voudrais qu'on voit Calais, parce que c'est un exemple. Oui. On n'a pas demandé au ministre de l'Intérieur si ce monsieur allait revenir en France, oui ou non. Ah non. Alors moi, je vais utiliser toutes les voies et je donne toute instruction. Non mais attendez. Si le Conseil d'État vous le Non mais, monsieur le ministre, compte tenu de la folie ambiante dans laquelle nous vivons entre la Cour européenne et le droit de l'homme... que je ne suis pas dans cette folie. Non, je vous en exclue totalement. Mais on vous empêche. Mais compte tenu... Je protège les Français. On les a peut-être protégés d'un futur. Je voudrais qu'on voit un exemple avec Calais quand même, parce que j'entends ce que vous dites, mais je crois qu'on a fait le tour de ce sujet. On comprend qu'il peut revenir légalement et qu'il va sans doute pas revenir. Monsieur Cussen n'est pas revenu. Il me plairait d'entendre. Et nous allons tout organiser pour qu'il ne puisse pas revenir. D'entendre de la bouche du ministre de l'Intérieur ce constat que nous vivons dans un environnement judiciaire, européen et même français, qui est mortifère. Maître, la petite différence, mais vous avez parfaitement raison. Mais la petite différence entre vous et moi, si je peux me permettre, c'est que quand on est en responsabilité, c'est vrai qu'il y a des contraintes, parce qu'être en responsabilité, c'est être père ou mère de famille, être chef d'entreprise, être avocat. Il y a des contraintes. On ne fait pas tout ce qu'on veut. Mais on a de l'énergie pour changer les choses. J'entends bien. Alors, Calais. Écoutez, je mets toute mon énergie pour changer les choses et pour changer l'environnement juridique. J'entends bien. Je retiens quand même de ce que vous avez dit, c'est que là, il faut des années et des années pour négocier 40... Non, le référendum, c'était maintenant. Calais, ça m'intéresse. Le radicalisme ouzbek, il n'est plus en France. Je suis d'accord. On peut quand même s'en féliciter. Je suis d'accord, mais... Mais non, mais il n'est pas revenu. S'il vous plaît. Il reste une vingtaine de minutes. Calais. Voyez Célia Barotte, ce qu'elle nous dit, parce que là aussi, les gens de Calais, ils se disent, mais cet État ne peut rien pour moi. On a le sentiment que cet État est parfois fort avec les faibles. On l'a vu pendant le Covid, alors il fallait boire un café debout, des choses aussi stupides que ça. Mais non, mais vous riez, mais c'était la vérité. Je ris pas. On l'a vu rire. Et puis, je souris. Mais parce que c'est légèrement caricatural. Mais... Je vous l'accorde. Mais bon, c'est marquant. Et puis à Calais, il y avait une jungle, elle a été démontée. Et puis en fait, on appelle plus ça une jungle, mais c'est la même chose. Vous voyez ce que dit Célia Barotte. Nous sommes dans l'un des camps de fortune occupés par les migrants ici à Calais, un camp situé à proximité et à seulement quelques mètres des habitations. Les Calaisiens sont de plus en plus nombreux à dénoncer et à déplorer cette situation. Les riverains sont agacés par le balai incessant des migrants sous leurs fenêtres. Ils sont agacés également par les violences nocturnes ou encore par l'accumulation des déchets dans la nature. Ils se sentent abandonnés par l'État et très peu de riverains misent sur la venue de Gérald Darmanin pour faire changer les choses. Ils souhaitent avant tout un meilleur accompagnement des migrants pour une meilleure cohabitation dans cette ville du Pas-de-Calais. Et je voulais simplement qu'on écoute des habitants de Calais qui ont été interrogés. Il y en a beaucoup trop. On les fait partir la semaine dernière ou il y a 15 jours, ils ont été délogés. 2 heures après, vous les revoyez revenir. Regardez à Calais le nombre de sociétés qui ferment, d'entreprises. Il y en a encore Mécano qui ferme. Il y a encore une autre société qui va fermer également. Au bout d'un moment, il faut dire stop. Les maisons, ils dévaluent automatiquement. Si on veut la vendre, quand tout le monde le sait qu'ils sont là, il y a beaucoup de gens qui veulent vendre, mais ils ne peuvent pas vendre. C'est plus notre ville. Hein. Calais, c'est plus notre ville. Et plus les années passent, ça sera nous, on va devoir partir, on va devoir leur laisser le territoire parce qu'ils viennent avec leurs femmes maintenant, les enfants. Et il y a beaucoup d'associations qui les aident. Je dis pas, c'est normal, c'est des enfants, il y a des femmes. On ne peut pas laisser des gens dans la rue comme ça. Mais on ne les aide pas. On nous abandonne plutôt qu'autre chose. Monsieur le ministre, je sais que votre mission est difficile, que effectivement les problèmes sont multiples en France aujourd'hui, bien sûr. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va pouvoir évoluer? Bon, vous savez que c'est ma région, oui. Et vous savez que Calais-Boulogne-sur-Mer, c'est quasiment chez moi. Donc je connais bien cette situation et vous avez raison, les habitants de Calais, de Grande-Synthe, de Boulogne-sur-Mer sont très courageux et très patients depuis de très nombreuses années. D'abord, constatons ensemble que la sortie de la CEDH, la sortie de l'Europe, ça n'a pas donné grand-chose avec nos amis britanniques. Parce que ce qu'ils veulent faire là, Calais c'est magnifique, Boulogne-sur-Mer c'est magnifique, moi j'y vais en vacances et j'y vis. Mais les migrants qui viennent là, c'est pour aller en Angleterre, c'est pas pour rester à Calais. Donc ils veulent aller en Angleterre. Donc malheureusement, la démagogie qui a mené au Brexit n'a jamais donné autant de migrants qui sont allés en Angleterre. Donc il faut aussi se dire pour le discours français, les yaka faucons, les Frexit, les sorties de tout, ça ne mène à rien, sauf à ce qu'on voit. Deuxièmement, qu'est-ce qui se passe quand on interpelle des personnes, quand on interpelle des passeurs? Aujourd'hui, vous savez, c'est un délit, moins de 5 ans de prison. Donc ils font quelques mois, les passeurs, et ils gagnent beaucoup d'argent, 15 000, 20 000, 30 000 euros en argent liquide. C'est un trafic, qui nourrit d'autres trafics d'ailleurs. Dans le projet de loi que nous proposons,
C'est plus un délit, c'est un crime. 15 et 20 ans de prison. Parce que les magistrats, quand ils donnent des petites peines de prison aux passeurs, c'est pas qu'ils sont laxistes, c'est que notre propre loi est laxiste. Ce qu'on propose, c'est la criminalisation, comme le trafic de drogue, la criminalisation des passeurs. Troisièmement, ce qui est très important, là, vous savez, il y a 15 fois moins de migrants qu'il y a 10 ans à Calais et à Grande-Synthe. C'est toujours beaucoup trop, c'est 15 fois moins. Cazeneuve a été très courageux, Valls a été très courageux, Colomb a été très courageux. Nous évacuons, on l'a encore fait à Ouistreham avant-hier, c'est quand. Mais quelle est la difficulté? C'est qu'ils ne veulent pas aller, même dans les logements qu'on leur offre. Pourquoi? Parce qu'ils veulent être sous la main des passeurs pour passer en Angleterre. Ce que disait la maire de Calais. Et là, vous voyez, et là, je pense que c'est vraiment, je sais que c'est pas facile à dire. Là, c'est pas très simple. C'est l'Union européenne et la Grande-Bretagne. Il n'y a plus de voie légale pour aller en Grande-Bretagne. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, il faut négocier avec les Anglais un traité européen Grande-Bretagne, ce que M. Johnson avait dit qu'il ferait, qu'il n'a pas fait, et malheureusement, il faut le faire avec, bien sûr, le nouveau gouvernement, parce qu'il y a des gens qui veulent rejoindre leur famille en Grande-Bretagne. Et vous savez combien ils en excluent chaque année, les Anglais? Des personnes, parce qu'on peut se moquer des OQTF français, nous on fait 20 000 personnes par an. Ils en font 4 000 par an. Et vous savez pourquoi? Parce qu'en Grande-Bretagne, justement, on n'a pas de pièce d'identité obligatoire, et le patronat britannique, vous savez bien ce qu'il fait. On peut travailler sans aucun papier en Grande-Bretagne. C'est pour ça qu'ils vont en Grande-Bretagne. Donc vous voyez, on fait beaucoup de choses pour empêcher ces migrants de venir plus nombreux. Ça marche à moitié, c'est bien vrai, mais ça marche à moitié quand même. On a besoin de la loi immigration pour faire les contrôles que j'évoquais, pour faire les contrôles de véhicules que j'évoquais, pour criminaliser les passeurs. Et ça, il nous faut des mesures. Maintenant, on a besoin du délit de séjour irrégulier. La majorité n'est pas forcément d'accord avec moi, mais moi je le dis, je l'ai dit et je le redis. Et surtout, on a besoin avec nos amis britanniques de ne pas être dans la démagogie, mais dans la réalité, parce qu'on a... Comme il nous reste une dizaine de minutes, on a une mer en commun. Et que je voulais aborder 2 ou 3 autres sujets, notamment l'affaire Châtelain, si j'ose dire, accusée de méthodes crapuleuses hier à l'Assemblée nationale. La présidente du groupe écologiste, Cyrielle Châtelain, a dénoncé les méthodes crapuleuses et vous a mis en cause. La députée de l'Isère vous a accusé d'avoir tenté de marchander les votes des parlementaires. Je voudrais qu'on l'écoute et que vous apportiez votre réponse. Les manœuvres n'ont pas suffi. Votre texte a été démocratiquement rejeté. Mais que dire des méthodes crapuleuses de votre ministre de l'Intérieur? Votre ministre de l'Intérieur qui a tenté de marchander les votes des parlementaires contre des gendarmeries. À comble pour un ministre qui se dit attaché à la sécurité. Votre ministre de l'Intérieur qui s'est vanté ici de ficher les députés du groupe LR qui demandent des régularisations. Pourquoi, si ce n'est pour faire du chantage? Madame la Première ministre, une alternative s'ouvre à vous. Retirez le texte ou acceptez que ce soit votre ministre de l'Intérieur qui dicte les méthodes et la ligne de votre gouvernement. Quel sera votre choix? Je crois d'ailleurs que vous avez souhaité réagir en dénonciation calomnieuse. Alors, c'est fait dans l'hémicycle, c'est malin, ça veut dire qu'il y a une immunité parlementaire, mais il y en a d'autres qui sont peut-être un peu moins doués en droit et qui l'ont fait à l'extérieur. Donc oui, j'ai déposé plainte pour dénonciation calomnieuse, parce qu'évidemment, c'est totalement faux. En l'occurrence, vous savez, M. Ciotti, il y a une brigade de gendarmerie qui s'est installée. Je ne regarde pas par rapport au vote, je suis avec M. Ciotti, il ne soutenait pas le texte, c'est assez évident. Mais qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'il y a besoin de gendarmes de plus dans la circonscription de M. Ciotti. M. Pradier, il y a une brigade de gendarmerie. Je savais que dès le début, M. Pradier ne voterait pas. Ce n'est pas la question. On a décidé ça en juillet dernier. Bon, évidemment, quel est le problème? Les Verts, aujourd'hui, ils font feu de tout bois. Ils ont un peu honte, finalement, d'avoir eu besoin des voix du RN pour se battre contre le gouvernement. Donc, ils cherchent à faire autre chose. Sincèrement, Monsieur le Ministre, vous essayez de faire l'équitable en envoyant dos à dos les populistes. Mais pardon... c'est vrai, c'est ce qui s'est passé, non? Non, je ne vous parle pas du vote. Le vote... Non, mais c'est ce qui s'est passé. Je ne sache pas que ce vote soit illégal. Moi, non, je vous parle de l'attitude. De l'attitude des gens, de l'attitude de cet écologiste-là, de l'attitude des insoumis. Vous ne pouvez pas renvoyer dos à dos ce que vous appelez les populistes. Je ne vois pas le RN se conduire comme ça, tout de même. Le Rassemblement national, pardon, mais n'est pas une oie blanche. En l'occurrence... Je ne vous demande pas un certificat de baptême ou quoi que ce soit. Je vous dis ça. Je serais bien incapable de vous le donner. Je vous dis simplement qu'on ne peut pas aujourd'hui renvoyer dos à dos. C'est votre opinion, maître. C'est votre opinion. C'est une opinion qui est largement partagée. La France insoumise, aujourd'hui... J'ai vu Manuel Valls, ancien Premier ministre, qui a dit le danger, c'est Jean-Luc Mélenchon, c'est pas Marine Le Pen. Parlions du cas particulier de cette... Alors moi, je refuse de dire écologiste, je pourrais dire verte en l'occurrence, parce que je me sens tout à fait écologiste et après, c'est un mouvement politique. En l'occurrence, elle propage des mensonges. Et la question, c'est pourquoi elle le fait. Elle le fait sans doute parce qu'elle a envie de parler d'autre chose que sa compromission avec le RN qu'elle dénonce toute la journée. Ce que je reproche, c'est le trisautin de la morale, là, en l'occurrence.
Ah, surtout pas le RN, surtout pas le RN, surtout pas le RN. Et puis dès qu'on peut se mettre d'accord pour battre le gouvernement contre les Français, on récupère les voix de Madame Châtelain avec des gros clins d'œil. Madame Châtelain, elle est au cœur d'une autre actualité, puisqu'elle a demandé des sanctions contre un député Renaissance. L'élu écologiste accuse Jean-René Cazeneuve de lui avoir dit dans l'hémicycle qu'elle serait tondue à la Libération pour avoir voté avec le Rassemblement national. Le voici, monsieur Cazeneuve. Cet épisode aurait eu lieu mardi lors des questions au gouvernement. Elle a répondu, bien évidemment, et manifestement, Olivier Faure, témoin direct de cette scène, je la confirme, point Goldwyn et sexisme, ça dit beaucoup en une seule phrase du député concerné. Tout ça pour défendre un débat sur l'immigration. Bon, j'imagine que vous n'avez pas forcément de commentaires à faire puisque vous n'avez pas entendu cette phrase. Mais Madame Châtelain... je trouve que franchement, c'est quel niveau, quoi. Oui. On aurait pu débattre de l'immigration dans l'hémicycle. Oui. Finalement, on s'amuse à faire ce genre de choses sur Twitter. Mais c'est vrai aussi parfois que votre gouvernement, c'est pas vous d'ailleurs, je pense parfois à Madame Borne, a une façon de parler au Rassemblement national et de toujours, aller sur le terrain moral pour condamner le Rassemblement national, ce que moi j'ai cru comprendre. Monsieur Macron avait donné l'ordre que ça ne se fasse plus. Et que ça peut aussi agacer les observateurs, parce que le Rassemblement national, si je voulais résumer depuis 2022, il tient sa place, il est force de proposition, et je pense que sur le comportement, il n'y a pas beaucoup de choses à lui reprocher. Moi, j'ai jamais eu de posture morale avec le Rassemblement national. Je l'ai toujours battu aux élections depuis que je suis élu député et maire. Dans une circonscription que chacun s'accorde à dire populaire, difficile, ouvrière. Je ne suis pas élu dans des circonscriptions bourgeoises, très faciles, pour quelqu'un qui est dans un parti de gouvernement. Donc moi, j'ai jamais considéré qu'il fallait avoir un discours moral. Ils se présentent aux élections, je respecte leurs électeurs, bien évidemment, mais il faut les battre. Et personnellement, je n'ai pas de soir à recevoir. J'ai aidé Xavier Bertrand à battre Mme Le Pen au régional. Dans ma ville, Mme Le Pen fait 25%. Quand je me présente, elle en fait 7 ou 8, son candidat en tout cas. Mais vous ne pouvez pas dire qu'il tient sa place. Je ne suis pas sûr que les électeurs qui ont voté RN ont voté pour des députés qui ont refusé le débat sur l'immigration. Donc on peut être un peu objectif. Mais peut-être qu'à la fin, votre loi sera votée par des députés RN. Mais moi, ils ont il tient sa place, il tient son programme. C'est ce que je voulais dire. Non, ils n'ont pas voulu parler. Pardon, mais les électeurs du Rassemblement national doivent savoir qu'on parle partout d'immigration, sauf là où leurs députés sont élus. On est le 13 décembre aujourd'hui. C'est différent. Ils n'ont pas voulu parler du texte immigration. Ils avaient des amendements. Vous voulez qu'on prenne de la hauteur? On est le 13. Mais je pense qu'on est assez haut. On va encore. C'est pas un argument. Mais on va encore en prendre un peu plus. C'est pas un argument moral contre le Rassemblement national. Quand je vous dis ça, c'est un argument politique. Je les prends au sérieux. Ils n'ont pas assumé leurs responsabilités. Ils n'ont pas voulu même présenter. Pourquoi? Parce qu'il est assez faible finalement. Parce que c'est les Yaka-Faucon. Madame Mélanie, qui est un symbole, me semble-t-il, Monsieur Salvini, ami de Mme Le Pen, participe au gouvernement de Mme Mélanie, a elle-même avoué, vous auriez pu en faire une émission, qu'elle avait eu un échec sur l'immigration. Parce que c'est pas facile. Et qu'il faut se battre tous les jours. Et c'est ça qui quand je me lève le matin, moi je pense qu'il y a un seul truc, c'est d'aider les Français, de faire au mieux. Parfois je me trompe. C'est ça qui fait peur, c'est peut-être qu'il n'y a pas aucune solution nulle part. Non, mais ça peut. Non, mais c'est la volonté qui compte. Je suis d'accord. Mais alors là, aujourd'hui, on est le 13 décembre. 13 décembre 2023. Bon. Le 13 décembre 1965. 13 décembre 1965. Que se passe-t-il à la télévision française? Michel Droit interroge Charles de Gaulle, qui est en ballottage. C'est une surprise. Bon. Et c'est pas la gauche, la France, c'est pas la droite. C'est en même temps du général, c'est que vous voulez mettre en avant. Non, je trouve que vous allez voir ces quelques secondes. D'abord, ça va nous permettre de prendre un petit peu de hauteur. Mais ce qu'il dit sur les Français. D'abord, l'interview est formidable. Elle dure une demi-heure. Michel Droit, il vient à la télévision. Comment? Le progrès et l'ordre. Non, c'est pas ça. C'est ce qu'il dit sur les Français d'aujourd'hui, mais qui ne sont pas que des Français d'aujourd'hui. Vous allez voir, c'est très remarquable ce que dit, comme toujours, le général de Gaulle. Vous êtes toujours gaulliste. Tout le monde est gaulliste. Je sais. Tout le monde est gaulliste, de toute façon, aujourd'hui. Il est gaulliste, Emmanuel Macron? Ah, je le crois. Bon. Vous savez ce que disait le général Amassu? Toujours gaulliste. Oui. Toujours aussi con. Voilà, toujours aussi con. Voilà. Bon, écoutez comment il définit les Français, et avec beaucoup de subtilité, d'intelligence et de nuance, et ce qu'il leur dit. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que les Français d'aujourd'hui, il y a aussi autre chose qui s'appelle la France. Les Français, c'est eux qui font la France. C'est eux qui en sont responsables, de génération en génération. La France, c'est plus que les Français du moment. La France vient de loin, elle est ce qu'elle est maintenant, et puis elle a l'avenir. Autrement dit, la France embrasse toutes les générations de Français, et d'abord, bien entendu, les générations vivantes.
ces générations vivantes sont responsables de la France. Et c'est ainsi, c'est vrai, que je considère dans leur ensemble les Français, et c'est ainsi que je souhaite que les Français, dans leur ensemble, se considèrent eux-mêmes. Il y a à cet égard-là entre eux, et pour cela, une solidarité que je dis être nationale, et faute de laquelle la France risque de n'être pas ce qu'elle est de tout temps, et par conséquent de ne plus jouer son rôle et de ne plus, à proprement parler, exister. Vous voyez ce que je remarque dans ces mots du général de Gaulle. Il ne parle pas des valeurs de la République, il ne parle pas de la République, il ne parle pas de laïcité, il parle de la France, d'une chose qui nous doit tous nous unir. Et il dit cette phrase que je trouve formidable, la France c'est plus que les Français du moment. La France c'est plus que les Français du moment. Et c'est ce sentiment que nous avons, que certains ont en tout cas, les gens de ma génération en tout cas, de ne plus reconnaître la France dans laquelle ils ont grandi, qu'ils ont aimé, ses mœurs, sa culture, son attitude, sa dérision, sa légèreté, son intelligence. C'est ça le problème que je sens le plus important, peut-être aujourd'hui dans notre pays. Mais Monsieur Pro, d'abord je ne peux être que d'accord avec évidemment le général de Gaulle et ce qu'il dit est très beau pour la France et les Français, et chacun est responsable de la France de demain. Bon. Mais Monsieur Pro, vous faites une petite opposition entre la France et la République. Le général, par 2 fois, a dit que ça se confondait. D'abord, quand il a remis la République... Une opposition. Non, si, vous avez dit, parle de la France. Mais parler d'ailleurs de la République, c'est parler de la France. La République se confond aujourd'hui avec la France. Ça ne veut pas dire d'oublier ce qui s'est passé avant 1789 et même pendant l'Empire, mais je constate que De Gaulle, à deux reprises, a remis la République là où elle était, d'abord en 1944, en venant bien sûr à Paris. Et ce qui fait la première chose, c'est qu'il proclame la République à l'Hôtel de Ville. Et deuxièmement, en 1958, dans son très beau discours où il est élu, il dit c'est la République qu'on va de nouveau réinstaller. Donc il n'y a pas d'opposition. Il le fait d'ailleurs place de la République. Nous sommes la République est un système politique. Là où ce que vous voulez dire, je pense, oui, Pascal, la France... Vous avez compris ce que je veux dire. Que cette phrase, je la reprends, la France, c'est pas que... C'est plus que les Français du moment. D'accord. C'est ça que... Plus qu'un système politique aussi. Monsieur Pro. Deuxièmement, j'entends ce que vous dites sur « je ne reconnais plus la France de mon enfance », mais De Gaulle disait aussi dans la même interview, on peut regretter la nostalgie de la navigation, de la navigation à voile. Bon, voilà. Mais quoi, il n'y a pas de France sans modernité. Oui. Il y a aussi la modernité. Oui, mais... Est-ce que la modernité, c'est pas une valeur en soi? Le progressisme, c'est pas une valeur en soi. Je partage tout à fait cette opinion. Mais on ne peut pas figer non plus notre pays. Non, donc, mais quand les mœurs changent et quand je vois que dans des écoles françaises, on ne peut pas montrer un tableau nu sans qu'un professeur soit attaqué, et heureusement Gabriel Attal est allé à Issou, c'est ça en fait que je trouve très perturbant. Vous ne faites pas ce procès, mais je le sais. Mais il faut se battre tous les jours. La difficulté, c'est que soit on reste dans son canapé et on se dit, en vous regardant, ce qui est formidable, vraiment il a raison, Monsieur Pro, soit on se dit, bah oui, il a raison et je vais m'engager en politique. Vous pensez que si je me suis engagé, alors il y a 16 ans, quand j'avais 16 ans pour Philippe Séguin au RPR, bon, ça fait peut-être un peu vieux désormais, et que je me suis tapé des tas de choses que ne se sont pas tapées d'autres personnes qui n'ont pas voulu s'engager, on ne se dit pas à ce limite, bien sûr. Vous aviez voté contre Maastricht? Alors en 92, j'étais très jeune, mais par 2 fois. Mais vous étiez contre? Mais en 1992, j'avais 10 ans. Bon, donc, oui, mais bon, vous avez rejoint Séguin. Donc, mais moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'à chaque fois que j'ai eu l'occasion de me prononcer... Vous auriez voté contre Maastricht? À chaque fois que je me suis je pense que Philippe Séguin avait raison. Si oui, ma question. Je pense qu'il avait raison aussi. Voilà, j'ai voté pour M. Chevènement au premier tour de la présidentielle, premier moment où j'ai pu voter. Et par 2 fois, j'ai voté contre, j'ai voté non au traité européen. Et quand j'étais député, et j'entends la leçon de morale désormais de tous ceux qui, même à droite, disent il faut sortir de l'Europe, nous étions à l'époque que 3 députés. 3 députés du groupe UMP à voter contre le traité Merkel-Sarkozy, et vous savez la grande sympathie et la grande affection que j'ai pour le président Sarkozy. Donc oui, bien sûr, je suis pour une souveraineté française. Un dernier mot, on est resté 1 heure ensemble. Mais je considère comme vous que M. Macron a voté Chevènement aussi avec son président. Vous trouvez que la France de M. Macron va mieux depuis que M. Macron est là? Je pense que c'est très difficile pour le monde entier. Je regarde l'Occident, je vois ce qui se passe en Argentine, je vois ce qui se passe aux États-Unis, je vois ce qui se passe en Angleterre, et je pense que c'est très dur d'être dirigeant politique aujourd'hui. Eh bien ça, je vous rejoins là-dessus. Je vous rejoins. Mais peut-être faut-il changer les choses. Les choses étaient peut-être un peu différentes dans l'attente des 30 Glorieuses. Non, mais peut-être que ça dilue un peu la singularité de la France. C'est ça. Vous savez, quand vous dites, mais oui, mais c'est un peu partout pareil.
Il y a beaucoup non, j'ai dit que c'était difficile d'être dirigeant politique aujourd'hui. J'ai pas dit que c'était parti. Mais vous avez parfaitement raison. Les pays scandinaves. Chacun, on peut regarder nos Mais il y a voisins. beaucoup de choses sur lesquelles il faut revenir. C'est-à-dire que faut revenir sur la transparence. Il faut revenir sur la transparence. Il faut revenir sur la possibilité de faire double mandat. Tout ce qui a abîmé. Il faut revenir sur la Ve République. Il faut revenir sur le septennat. En fait, il faut refaire ce qui marchait bien. Bah vous êtes prêt pour votre... Je connaissais un chroniqueur CNews qui s'est présenté. Non, mais je vous assure, mais parce que c'est partagé par le plus grand nombre ce que je dis là. C'est pas la première fois qu'un ministre dit ça. Non, arrêtez. Non, mais je vous assure. Mais la haute autorité de la transparence. Tout le monde me dit c'est invraisemblable. Monsieur Zemmour, voilà, et qui a un talent d'écrivain, de journaliste incontestable. En tout cas, voilà, il n'y a pas de problème. Politiquement, je trouve que les choses sont beaucoup plus contestables. Il avait des idées très intéressantes quand il était sur un plateau, et quand il a voulu se présenter aux électeurs, mais c'est pour ça que, il a fait un score honorable, mais on ne peut pas dire croyez-moi, je resterai à ma place. Non, mais qu'il est convaincu 51% des Français. Pourquoi ? Parce que c'est difficile de faire de la politique. Je suis d'accord, mais la haute autorité de la transparence, tout le monde s'accorde à dire. Je peux être d'accord avec certaines de vos... C'est invraisemblable. Tout le monde dit, le député maire, on n'a jamais fait mieux que Gaston Defferre et Jacques Chaban-Delmas. C'est ça la réalité. Moi, j'étais très heureux d'être député maire de Tourcoing. Et je cite 2 députés maires volontairement. Un socialiste et un RPR. Mais si vous me posez la question sur le communauté rondage, j'ai toujours été très heureux de représenter à Paris les gens de Tourcoing, et à Tourcoing, leur dire qu'à Paris... On est très en retard. Dernier mot. Oui, allez-y. Dortmund, ce soir, PSG. Est-ce que le PSG va être qualifié ? Je l'espère. Je l'espère. Je regrette toujours que le football, qui est un des plus gros sports au monde, connaisse autant de violence à l'extérieur des stades. Et on ne dit pas assez que les violences dans les stades désormais sont quasiment éliminées, parce qu'on a su pour le coup faire de la politique et avoir des mesures fortes. Et désormais la violence est en dehors des stades. Il faut interdire les supporters de se déplacer. Moi j'ai été supporter de Valenciennes pendant des années quand j'étais jeune. J'ai fait d'innombrables déplacements dans les cartes de supporters. Mes parents n'ont jamais eu peur de m'y envoyer. Je pense qu'aujourd'hui, les parents ont peur de m'y envoyer des jeunes supporters. Donc il faudra retrouver la fête du football. Monsieur le ministre, merci. Merci d'avoir été avec autant de franchise et d'avoir répondu à des questions effectivement que les uns et les autres se posent. Et personne ne met en doute votre engagement, votre énergie non plus. Et on va suivre évidemment cette crise politique, en tout cas, qui pourrait amener... C'est excessif, crise politique. Oh, mais c'est incident politique. Mais l'important, c'est d'avoir un texte. L'important, c'est Olivier Benkemoun. Et c'est maintenant, et on doit avoir 5 ou 6 minutes de retard. Monsieur Benkemoun, 3 minutes simplement. Ça va, vous savez, on a tous des questions pour le ministre de l'Intérieur. Moi, je me demande pourquoi vous ne donnez plus les chiffres de l'antisémitisme. Vous l'avez fait ? 1800 actes antisémites depuis le 1er janvier, ça décélère un peu, mais il y a encore des actes, évidemment. Le préfet Nunez a annoncé plus 300% hier depuis le 7 octobre. Bon, on va débriefer, on va parler de cette France des couteaux, de cette jeunesse qui utilise des couteaux dans un instant dans le meilleur de l'info. Merci à Arnold Cara, à Ludovic Liebar, à Anatole qui était au son, et Benjamino, mais Benjamino c'est une journée un peu particulière pour lui parce que son père